Bienvenue à compte complet. C'est notre dernière en 2021. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Beaucoup de sujets. Il n'y a rien qui se passe sur le terrain, mais il y a beaucoup de sujets qu'on veut aborder. On va commencer, Marc, sur le plan local avec ce qui se passe dans le dossier des Expos de Montréal ou du retour potentiel d'une équipe. Il semble-t-il qu'il y aura une réunion cette semaine. Bon, je ne sais pas si la situation de la COVID va retarder tout ça. Moi, j'ai l'impression que les annonces vont peut-être attendre un peu là, que tout ça se calme. Mais toujours est-il que, bon, on pense qu'on veut préparer les choses comme il faut avant de faire une annonce quelconque. C'est l'impression que ça me donne de loin. Et selon ce que j'entends de la plupart des amateurs, là, c'est à peu près ce qui ressort. Ben, tu sais, Alain, le groupe de Stephen Bronfman n'aura pas, disons, 1000 possibilités de présenter un plan. Et il va falloir que lorsqu'on le présente officiellement, Mhm. publiquement, ça soit, euh, comme l'expression québécoise le dit, sur la coche. Il faut que ça soit Ouais. parfait, il faut qu'on ait probablement répondu à la plupart des questions lorsqu'on va présenter le projet. Mhm. Et évidemment, bon, c'est pas très populaire lorsqu'on associe l'aide gouvernementale, là, je vais l'appeler Ouais. ainsi, là, et sport professionnel, ça fait jamais un bon mix. Mais ça reste que ce que j'ai entendu de ce projet-là, c'est que c'est vraiment un wow. Bon, ça, c'est le même qu'on veut le présenter, on veut présenter ça. Et en passant, là, ce n'est pas qu'un stade de baseball qu'on va présenter, là. C'est vraiment un Mhm. projet dans son ensemble. Ouais. Moi, ce que je vais dire simplement là-dessus, Alain, c'est que attendons de Mhm. voir ce projet-là, de comprendre ce projet-là, et ensuite, on pourra émettre nos opinions si on a des réserves ou non quant à Mhm. tout ça. Mais ça reste que c'est un projet qui tourne autour de 1 milliard de dollars, donc beaucoup, beaucoup Ouais. d'argent d'investi et qui aurait au moins, selon certains chiffres qui sont sortis, là, près de 700 Ouais. millions de dollars qui seraient investis par, évidemment, les futurs propriétaires. Donc, c'est pas rien. C'est quand même une somme énorme, mais étant donné qu'on parle de sport professionnel, donc de baseball dans ce cas-ci, Ouais. on dirait que les gens sont quand même assez vite sur la Ouais. gâchette là, pour dire que ça n'a pas de bon sens. Mais ceci étant dit, euh, M. Bronfman est emballé par le projet et M. Mhm. Bronfman devient un peu le porte-parole, hein, parce que sachez que c'est un Ouais. groupe derrière. Là. Il n'est pas le seul et unique dans tout ça. Là. Ouais, puis, bon, au fil des années, Marc, ce que j'ai toujours dit à propos de ce projet-là, parce que c'est pas d'hier qu'on en parle, c'est que pour qu'il y ait acceptation sociale, j'ai toujours prétendu, et ça semble s'en aller dans cette direction-là, que ce projet-là devait faire partie d'un projet beaucoup plus large que juste un stade de baseball, et c'est là qu'on semble s'en aller. Écoute, il y a un volet, il y a un grand Ouais. volet communautaire dans tout ça. Ouais. Et vous savez, Stephen Bronfman et son groupe, ils sont conscients là, de tout l'impact que ça peut donner. Bon, Ouais. ils sont conscients de ce que les gens ont dit en relation avec les gouvernements, mais j'espère, Alain, qu'on a appris une chose depuis le projet de Claude Brochu en 1997, qui voulait son stade en 2002, Ouais. c'est de comprendre que c'est pas une aide, c'est pas un chèque que le gouvernement écrit puis il dit écoutez, Mhm. voici 300 millions puis allez payer vos millionnaires là. Le langage est important, les mots utilisés sont importants. Donc euh, c'est un investissement. Puis là, je sais qu'il y a un paquet de de recherches qui ont été faites qui dit, bon, qui Mhm. prouvent que, semble-t-il, que d'investir dans du sport professionnel, c'est pas nécessairement bon. C'est drôle parce qu'il y en a d'autres qui indiquent le contraire. Alors, à un moment donné, bon, ce sont des chiffres, mais ça reste que il faut, puis là, je suis un amateur de baseball dans tout ça, mais il faut que le Ouais. gouvernement soit le plus grand bénéficiaire de tout ça. Et ça l'a toujours été, et selon moi, ça va le rester dans ce cas-ci, parce que j'avais été impliqué. Bon, impliqué, oui, pas mal à l'époque, là. Mhm. Puis, tu sais, de façon très, 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 très simple, là. Un projet de la sorte, là, exemple de 1 milliard de dollars. Habituellement, là, on parle de 500 millions. Ce sont des frais pour, évidemment, les travailleurs, les employés, tous ceux qui vont Mhm. à la construction d'un projet de la sorte. Et l'autre 500 millions, là, je vous mets ça là, à sa plus simple expression. Et l'autre moitié, c'est au niveau des matériaux. OK? Alors, vous comprenez que tous les travailleurs qui vont travailler sur un tel chantier, ben, vont payer de l'impôt au Québec, vont payer de Mhm. l'impôt au Canada. Et de l'autre côté, ben, on va payer la taxe Mhm. sur les biens et services par la suite. Donc, le gouvernement devient un très, très bénéficiaire d'une chose de la sorte. Alors, c'est pour ça que j'aimerais ça que ça soit mieux expliqué, Ouais. que ça soit mieux encadré dans ce contexte-là, pour que les gens
puissent prendre une véritable, ou en fait, aient leur Mmh. véritable opinion une fois qu'on aura Ouais. en face les vrais chiffres. Ouais, c'est un site qui est pas très développé, et il y a pas beaucoup de promoteurs qui s'y sont aventurés. Je connais des gens qui ont travaillé à la Ville de Montréal, qui ne sont plus présentement, mais dans le domaine de l'ingénierie, qui me disaient que le terrain sur lequel on veut développer là, bon, ce stade et tout ce qui l'entoure là, il va y avoir de l'ouvrage à faire avant de commencer à mettre du ciment là-dedans là, parce que c'est un sol qui n'est pas le plus stable et en plus contaminé comme le sont la plupart des terrains non développés à Montréal, là. Donc, bon, est-ce que la ville va agir? Je pense que c'est ça que le mot juste qu'on veut avoir, comme la ville ou bon, peu importe les paliers de gouvernement, mais comme facilitateur. Ce sera à suivre. Bref, on a très, très hâte, je pense un peu tout le monde, de voir un peu la couleur de ce projet-là. Bon, écoute, il n'y a rien qui se passe sur le terrain. On parle de rencontres, là. Semble-t-il qu'il va y en avoir entre les propriétaires et les joueurs dans le baseball majeur. Et on va mélanger pas mal de choses au cours des prochaines minutes, Marc, parce que ça va plus loin que juste le baseball majeur. Euh, moi, ce que j'aime pas, tu en as parlé lors du dernier balado, le fait que des gars comme Max Scherzer sont très influents au sein de l'association des joueurs. Et derrière ça, des agents ou des agences, je dirais des agences parce que, bon, on peut nommer Scott Boris, qui est probablement celui qui est le plus visible. Il y a des agents qui sont très puissants, mais qui travaillent beaucoup dans l'ombre, mais qui ont beaucoup de place dans l'association des joueurs. Et les changements qu'on voudrait apporter du côté des dirigeants ne favoriseraient pas, entre guillemets, les agents. Parce que ces agents-là puissants bon, vont s'associer au Chris Bryant, au Max Scherzer, aux plus gros salariés. D'aider ceux qui sont les bas salariés. Je m'excuse, mais quand tu travailles au pourcentage, Marc, là, tu veux que le salaire le plus élevé dans le baseball majeur soit le plus haut possible pour que tu puisses encaisser ton, bon, peu importe le pourcentage, là, mais admettons que c'est 5. Puis ça peut ressembler à ça dans certains cas. Tu ne veux pas représenter quelqu'un dont le salaire maximum va être à 25 plutôt qu'à 40. Là. Et moi, ça me fatigue un peu et je me dis, si l'association des joueurs donnait une voix égale à tous les paliers de salaire, pas convaincu, moi, que ça se passerait de la même façon. Ben, c'est clair, Alain, que ça ne se passerait pas de la même façon. Tu sais, je t'ai parlé de 45 des joueurs font 1 million et moins, là. C'est beaucoup de monde, là, Ah c'est oui, beaucoup de joueurs, ça, oui, la médiane dans alors, 1,4, je pense. c'est pour ça que c'est important. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est ce que craignait le baseball majeur. Que l'influence, parce que vous savez, lors des derniers, bon, je vais dire des conflits où parfois il y a Mhm. des suggestions faites par les Scott Boris, ils veulent prendre la place. Ces gens-là, bon, qu'est-ce que tu veux? Je dirais pas qu'ils ont un ego plus gros que les autres, mais ça reste que se sentent importants dans le baseball, veulent Ben, faire partie de la solution, mais en même temps, comme tu le dis, veulent favoriser un peu, veulent tirer la couverte de leur côté. Là. C'est tout à fait clair là, dans ce côté-là. Et c'est ce que craignait le baseball majeur. Et en fait, il y a un peu de reproche. Bon, Tony Clark et Rob Manfred, on le sait, c'est pas toujours bon oui, rose-rose entre les deux, mais c'est ce que reprochent les dirigeants du baseball majeur, c'est que Tony Clark se laisse influencer par derrière, par ses fameux agents. Alors, est-ce que tu as raison? Est-ce qu'on a vraiment, là, parce que c'est un certain nombre de joueurs là, qui participent à des réunions Zoom, évidemment, euh, mais ce ne sont pas la majorité. Et effectivement, les gars qui sont puissants dans l'association des joueurs, c'est souvent des vétérans, donc des gars qui font des salaires déjà très, très élevés. Alors, c'est évident que c'est pas parfait là, ce qui se passe à l'intérieur. Autant du côté des propriétaires, je suis sûr que les 30 propriétaires, lorsqu'on se parle à l'intérieur d'une même pièce, pas sûr qu'on ait les mêmes idées. Là. Et c'est la même chose du côté de l'association des joueurs. L'important, Alain, c'est qu'on se parle et effectivement, semble-t-il oui. qu'il y aura effectivement réunion après les fêtes, mais on tombe dans une autre pandémie, dans une Xème vague. Ah Là, ouais, c'est pas le temps de s'entre-déchirer. Il faut trouver des ouais. solutions à ce niveau-là du côté des deux côtés. Mais c'est vrai que les agents présentement influencent grandement ce qui se passe à l'intérieur de l'association des joueurs. Parce que le fameux plancher, Marc, à 100 millions, là, je m'excuse, mais ton salaire moyen, il ne baissera pas à 100 millions. Il risque même qu'il va augmenter probablement. On parle d'à peu près quoi? C'était 4,4 l'année passée. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins cette année, là, parce que, bon, dans tous les sports majeurs,
les bas salariés, le baseball est le sport où tu as le plus gros pourcentage de bas salariés. Bon, je sais qu'à 500 000, là, on parle en baseball, là, s'il vous plaît. On parle pas de monsieur tout le Non, monde, là, non. en termes de baseball, mais le pourcentage de bas salariés est de loin le plus élevé dans le baseball majeur. Ce qui fait en sorte que oui, on est prêt à augmenter le salaire minimum, on est prêt d'avoir un plancher et un plancher à 100 millions. Tu as 26 joueurs, on va mettre à 25 pour faire un chiffron, là. Ça veut dire que le salaire moyen minimum par équipe est à 4. Les Yankees vont continuer de dépenser. Les Dodgers vont continuer de dépenser. C'est sûr, avec un plancher de la sorte, Marc, ton salaire moyen va augmenter minimum de 10. C'est sûr que tu vas repasser de 4,4 à 5 en cliquant des doigts. Ça se peut que, bon, si tu as une taxe de luxe qui est plus basse, c'est ça que les gens redoutent. Et c'est pour ça, je souhaite qu'il y ait un partenariat à un moment donné. Puis je le répète, je l'ai mentionné, les gens vont me trouver tannant, mais le meilleur modèle, c'est la NFL. Toutes les équipes ont une chance égale de gagner quand la saison commence. Ben, c'est ça. Et en fait, c'est ce que l'association des joueurs veut. En fait, les 2 côtés veulent ça. Ils veulent Oui, que tu te présentes au camp oui, d'entraînement puis tu as une chance. Mais on ne se prend pas du tout de la bonne manière d'un oui, côté comme de l'autre en ce moment. Et c'est pour ça que l'écart, tu en as parlé, là, l'écart entre les plus riches, il y a 2 des joueurs, Alain, qui font 25 millions et plus, mais qui prennent probablement autour de 50 à 60 de tout l'argent disponible, entre guillemets, oui, qu'offrent les propriétaires. oui, Donc là, il y a un problème. Et du côté des propriétaires, bon, ben, tu as parlé des marchés de New York, de Los Angeles, de Chicago, mais il faut penser aussi au marché de Kansas City, Pittsburgh et compagnie. Euh, oui. et c'est sûr qu'on ne pense pas la même affaire. Donc, une chose qui est sûre, Alain, il n'y aura pas de plafond salarial. Il y aura peut-être un plancher, mais il n'y aura pas de plafond. Je ne vois pas le jour où il y aura un plafond salarial dans une négociation entre ces deux, entre ces deux groupes-là. Ouais. Ce serait souhaitable à mon sens, mais bon, comme je dis, un partenariat serait l'idéal, mais le niveau de confiance entre les 2 parties n'a jamais été très élevé, puis il y a pas un très tu sais, Tony Clark ne veut pas être le premier à dire: «Ben, je vais finalement établir un bon contact avec les propriétaires». Je pense qu'il y a un peu d'ego là-dedans, que les agents soient là ou non. Tu sais, il veut vraiment démontrer son indépendance. Et ça fait partie un peu des problèmes. Puis je veux pas blâmer les joueurs, les propriétaires là, sont pas blancs comme neige dans tout ce qui est arrivé, là, je m'excuse, là. Ils ont leur propre tort. On l'a vu d'ailleurs avec la signature des contrats juste avant, là. Je veux dire, vous auriez pu vous retenir un peu juste avant, là. Vous avez juste démontré que l'argent, vous en avez en masse, là. Donc, les joueurs, je peux les comprendre de ne pas avoir confiance, mais les 2 ont des raisons. À un moment donné, il faut que tu piles sur ton orgueil. Et c'est là-dessus, moi, je pense, Marc, que Tony Clark ne veut pas être le premier à dire: «Ben, bon, ce serait temps qu'on s'assoie». De toute façon, Alain, tu regardes des conflits, que ce soit des conflits de travail de la sorte, là, que ce soit au Ouais, baseball ou dans d'autres sphères de la vie, là, ça se règle souvent à la dernière minute parce que ouais, justement, tu parles d'ego, tu parles de pas céder, tu parles de ci, de ça. Moi, je l'ai dit, ça va se régler là, tout juste bon, avant ouais. soit l'ouverture des camps d'entraînement ou officiellement l'ouverture du calendrier des matchs préparatoires. Tu sais, parce que là, il va y Mmh. avoir de la pression. Il va y avoir, OK, les camps d'entraînement devraient être amorcés, les matchs devraient être amorcés. Est-ce qu'ils ont fait vendre de Ouais, billets, pas vendre? Là, mais là, en ce moment, là, il ne se passe rien. Là. On ouais, est ouais. les fêtes, la pandémie prend le dessus en ce moment. C'est comme c'est. Mmh. Alors, c'est pour ça que j'aimerais te dire que ça va se régler demain matin, mais j'ai l'impression que ça va Ouais, se régler seulement ce printemps. Ah, je l'espère ouais. évidemment. Mais là, si le gros bon sens prend le dessus, on devrait avoir un contrat de travail là, d'ici le camp Bah, d'entraînement. on l'espère, puis moi, je ne serais pas surpris même que ce soit, 3 semai même au mois de mars, mettons à la mi-mars, il y a plusieurs joueurs qui se Ouais. plaignent que c'est trop long, là, et qu'on commence la saison avec 28 joueurs dans l'alignement, et qu'on baisse comme on l'a fait en 95, par exemple, lors de fameux conflit qui a quitté la série mondiale de 94. Dans le même ordre d'idée un peu, et tu as vu ce qui se passe dans le baseball mineur. Là, il y a certains joueurs, certains qui ne veulent pas être identifiés pour des raisons assez évidentes, qui songent à, oui, à lancer un syndicat pour les joueurs des ligues mineures. Et ma réaction, c'était, il était à peu près temps. Et je m'explique, et je vais juste te lancer la parole en disant, c'est toujours pas normal qu'un gars qui joue au hockey dans la East Coast League gagne plus qu'un gars qui joue dans le 3A dans le baseball mineur. Écoute, Alain,
à mon époque, là, parce qu'il faut parler ainsi, là, à mon époque, là, il y avait des joueurs qui voulaient partir un syndicat. Tu sais, Ah oui? c'est pas de oui, 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 ça date depuis longtemps. Écoute, moi, je me rappelle, je m'étais retrouvé un petit peu malgré moi, dans une réunion du contrat de travail, justement, dans la fameuse grève de Oui, 94 à 95. C'était pas rose-rose, c'était pas chic-chic, là. Et la plupart des joueurs étaient des joueurs des ligues mineures, donc dans la salle. Et évidemment, je dirais il y avait à peu près entre 8 et 10 joueurs là, qui étaient en avant, là, euh, avec leur grosse chaîne en or en passant, là, et qui disaient qu'il fallait les suivre parce que c'était notre avenir, mais le gars, ça faisait 6-7 ans qu'il jouait dans la Ligue mineure, puis il ne trouvait pas qu'on prenait bien, bien soin de son avenir à ce niveau-là. oui, oui. Et Et de son déjà présent là, on surtout. parle. Ben oui. Alors, déjà là, on voulait en fait, plusieurs voulaient en partir. Bon, certains étaient découragés pour toutes sortes de raisons parce que bon, il y a toutes sortes de raisons, mais ça ne deviendrait pas un syndicat très puissant parce que si ça ne marche pas, on va te remplacer. Tu n'es encore pas le meilleur au monde, semble-t-il, au niveau des ligues mineures. Fait que, ben, si tu n'es pas content, on va en amener un autre. Alors, tu restes parce que c'est en haut que ça se passe. Tu sais. Alors, ça va être un défi, mais j'ai toujours cru que si l'association des joueurs du baseball majeur avait une forme de, je ne sais pas si ça se Ben fait, oui, là, mais une espèce de forme de filiale, ou peu importe le terme qu'on peut employer, mais que ces joueurs-là sont protégés d'une manière X, Y, Z. Ah, là, par exemple, on aurait peut-être quelque chose qui se oui, tiendrait debout. On a vu des choses au cours des quoi, des 24 derniers mois, là. Bon, avec il y a des salaires, des organisations qui ont augmenté les salaires considérablement. On a vu qu'on va prendre soin du logement, surtout au niveau professionnel, là, à oui, recrues, à moyen, à fort. oui, Il y a des efforts, donc, commencent à être faits. Une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle on voulait éliminer quelques équipes, c'est se dire, ben écoute, si on élimine une équipe de ligue mineure par organisation, là, je dis ça à peu près, là, oui. ben c'est quand même, tu sais, alors on pourrait injecter un peu plus de sous dans les équipes qui restent. Est-ce qu'on pourrait aider un petit peu? Mais on est encore loin, Alain. Tu l'as mentionné, la comparaison est très, très, très juste. Ouais. Un joueur de hockey peut gagner sa vie dans les rangs mineurs, euh, tandis qu'un joueur de baseball ne peut pas le faire. Alors, c'est pour ça, c'est fait. Écoute, la structure du baseball mineur a été pensée il y a quelques années, hein? Et Oui, la façon dont c'est fait, Alain, c'est pas compliqué, là. On te donne 6 ans pour atteindre les ligues majeures. Si après 6 ans dans les ligues mineures, ça ne fonctionne pas, tu devrais t'en aller. Mais là, quand tu sais qu'à 18, tu es rendu à 24 ans, là, est-ce que c'est terminé? Parce que si tu es encore dans les mineures après 6-7 ans, tu fais encore un 2 000, 3 000 par mois pendant 6 mois en passant, là, parce que c'était payé, ça devient extrêmement difficile. Alors, la structure, elle devrait être modernisée à ce niveau-là. On devrait trouver une mmh. manière d'aider davantage ces jeunes-là. Puis je ne parle pas là, de leur donner des salaires de 150 000, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut combler cet écart-là qui est Ouais, ouais. sérieusement, là, en fait, qui est désolant. Il y a un article dans Baseball Prospectus, je ne sais pas si tu en as pris connaissance, Marc, ça fait un bout, mais qui a été relevé à nouveau dans un article de Jeff Passan sur ESPN qui mentionnait que si on payait les joueurs des ligues mineures 50 000 par année, ce qui leur permettrait d'avoir, première des choses, d'arrêter de manger au McDonald's à chaque 2 jours, là, et de se loger dans un endroit décent, ça coûterait 5 millions, grosso modo, par année par équipe. Un 5 millions qu'on aurait. On pourrait réduire un peu de 42 millions de Max Scherzer. À 37, je pense qu'il se débrouillerait quand même pas pire, là. Euh, tu sais, Écoute, fait Alain, qu'on je l'a, vais cet ajouter argent-là. là-dessus. C'est juste que la distribution qui n'est pas tout à fait adéquate, surtout dans un contexte. Et je veux juste finir dans le cas du syndicat. Dans le baseball majeur, c'est ça que je reproche. J'en ai parlé dans le dernier balado, mais je veux juste élaborer. Tu sais, tu représentes des joueurs mais avec une mentalité d'un syndicat traditionnel, alors que tu es pas dans une clientèle traditionnelle. Je comprends que quand tu travailles dans une usine, l'ancienneté, c'est important, que tu aies une augmentation de salaire et tout ça, mais c'est parce que l'apport d'un employé dans le baseball majeur, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans une usine où l'ancienneté peut compter dans la production. Tu as une fenêtre maximum dans le baseball. Une fois que tu as cette fenêtre-là, ça ne s'en va pas en montant continuellement. Ça s'en va comme ça. Donc,
Tu as un début, tu as une fin et tu sais à peu près quand est-ce que les 2 vont survenir et pour ça, moi, je trouve que l'ajustement dans la réalité des joueurs au niveau syndical n'est pas approprié quand tu compares un syndicat traditionnel. Ben, écoute, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Puis je veux juste ajouter ce que tu parlais tantôt, là. Écoute, Alain, j'ai mangé plus de pizza que n'importe qui nous écoute en ce moment. Parce que lorsque tu joues dans les ligues mineures, là, les matchs se terminent à 22h30, 23h. Tu joues dans des Ah petites ouais. villes. Tout est fermé. La seule chose qui est encore ouverte, c'est ta fameuse pizzeria là, qui reste ouverte jusqu'à minuit. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu commandes le 2 pour un. Alors, tu commandes 2 médiums, hein, tu prends ta médium pour souper. Puis l'autre, ben, tu la mets sur l'air climatisé de ton Super 8 Motel ou Motel 6 ou peu importe. Là. Ça, c'est si la climatisée fonctionne. Et tu déjeunes l'autre le lendemain. Alors, écoute, si j'ai pas fait ça 250 fois dans ma vie, je l'ai pas fait une fois, là, parce que ça, c'était la réalité. Alors, tu vois dans quel contexte, parfois, c'est épouvantable. Là, on parle, en tout cas, j'osais considérer qu'on était des athlètes de pointe. On est quand même tu sais, des joueurs Ah oui. professionnels. Bon, puis, écoute, c'était épouvantable. Donc, ça n'a pas évolué tant que ça à ce niveau-là. Ah, ça a évolué un peu, là. Et ce que je veux dire par là, c'est que, écoute, j'avais 15 par jour de per diem. Ah ouais, ouais. Alors, tu veux faire quoi là, avec ça? Alors, c'est pour ça qu'il faut améliorer absolument. Tu sais, puis, je sais que les meilleurs joueurs passent peu de temps dans les ligues mineures, de moins en moins d'ailleurs. Là, tu sais, Ouais, ouais. c'est pas rare qu'on voit un joueur. Bon. Mais la majorité, quand même, tu sais, parce que le problème qu'on a avec le baseball actuellement, tu sais, tu rencontres des gens qui suivent le sport un peu, du ouais, mais les joueurs de baseball font 30 millions. Non, il y en a 2 même pas 2 qui font Ouais. 30 millions. Alors, c'est ça qui est un peu tannant, c'est que tout le monde pense que tout le monde est Mmh. égal, tout le monde Ouais. fait la même affaire. Puis c'est pas ça du tout qui se passe dans le baseball professionnel. Puis j'espère qu'on va pouvoir régler ça le plus rapidement possible parce que Ouais. c'est ça. Donc, ce sont la majorité de ces joueurs-là qui vont, qui vont être ton équipe tantôt, là, c'est eux qui passent 2, puis 3, puis peut-être même 4 ans dans les rangs mineurs. Donc, Ouais. ton avenir se passe là, mais tu ne prends pas nécessairement soin d'eux. Puis c'est là, au moment où ils arrivent dans le Mmh. baseball majeur, tu dis OK, ouais, là, il faut que tu prennes soin de ta nutrition, il faut que tu prennes soin de ci. Tu sais, je regarde Ouais. Vladimir Junior, là, lorsqu'il est arrivé dans le baseball majeur, on dit Oups, il y a peut-être un petit surplus de poids, puis là, il s'est mis à travailler. Mais il s'est mis à travailler une fois qu'il était dans le baseball majeur. Parce que dans le Pas baseball normal, là. mineur, c'est pas normal. On prend pas assez soin. On prend pas dire, écoute, toi, il faut que tu disciplines, il faut que tu fasses ci. On va te donner des outils pour le faire. Il les a eu une fois dans les majeurs. Mais ça a coûté combien, là, tu sais, ça a peut-être Ouais. coûté une première saison un peu plus difficile pour Vlad. En tout cas, tout ça pour dire qu'il faut prendre soin de ces gars-là un petit peu plus. Ouais. Question comme ça, Marc. La meilleure pizza que tu as mangée? Ouf. Juste de penser de Non, déjeuner avec une pizza, là. Faut dire, là, bon. Écoute, ben, écoute, on va passer. ouais. Non, Oui, ben, vas-y, vas-y. vas-y. Non, bon, on ne s'attendra pas là-dessus. Vas-y. Bon, en tout cas, mais il y en a qui sont il y a des pizzas meilleures que d'autres, on va dire ça de cette façon-là. Peut-être que celle aux ananas passe mieux le matin que celle, double pepperoni avec bacon. Bon, heu, les Mets de New York maintenant ont embauché Buck Showalter. C'était un des 3 finalistes, heu, que j'espère. Showalter a la réputation d'être un gérant extrêmement organisé. Est-ce qu'il a changé? Parce que la question se pose, Marc, on l'a vu, c'est un traditionnaliste. Heu on se rappelle de 96, ceux qui vont, comparativement aux gérants modernes, on se rappelle 96, le match des équipes repêchées, a refusé d'utiliser son releveur numéro 1 contre les Blue Jays de Toronto avant qu'il ait les devants. Il n'a jamais eu les devants, il a perdu le match. Donc, inévitablement, il va falloir qu'il s'ajuste. Ben, écoute, j'ose croire. Puis, tu sais, moi, j'aille pas le fait qu'on embauche Showalter parce qu'il y a deux choses. Un, s'il est capable de s'adapter au baseball moderne, Mmh. ça, c'est une chose. Parce que tu combines le baseball moderne et l'expérience d'un Showalter, on a quelque chose. On a quelque Mmh. chose. Mais est-ce qu'il s'est adapté au baseball moderne? Ça, c'est la grande question. Moi, je pense que, écoute, c'est drôle ce que je vais dire, mais
le fait qu'il était analyste, il était analyste au Ouais. MLB Network, là, bon. Mmh. Et là, ben, il est entouré je vais dire de jeunes analystes ou Ben oui. d'anciens joueurs qui viennent juste de terminer. Et j'écoutais parfois les tables rondes, puis je me dis, ah, c'est certainement quelque chose qui peut l'allumer, là, parce que là, il entend des joueurs qui, Ouais. à peine, là, viennent de sortir du terrain, Ouais. tiennent des propos, bon, très à jour, très modernes, et lui, ben, embarqué dans la discussion. Alors, c'est sûr qu'on change, on changera pas à 100%, mais s'il a été capable de s'adapter à ces discussions-là, de ce que j'ai vu, combiné à son expérience, il y a peut-être encore de la place pour des gars comme lui, surtout pour une équipe comme les Mets de New York. Mmh. Donc, je suis d'accord avec cette embauche-là. Je suis très pro. euh, Jeune, nouvelle voie, nouvelle direction, puis c'est Ouais. correct. Mais je suis pas contre non plus le fait d'avoir un vétéran comme ça qui arrive, Mmh. qui est resté donc près du baseball, qui est resté près des jeunes, qui est resté près de ce qui se passe, là, de toute la transformation qui se passe dans le baseball. Donc, Ouais. je pense que c'est un bon pari que les Mets ont fait avec Buck Showalter. On va le savoir assez rapidement après Ouais. la première saison, la première demi-saison, comment Mmh. il a été en mesure de s'adapter à ça, mais je ne suis pas du tout contre cette embauche-là. Ouais. Ben, écoute, en tout cas, il est organisé et écoute, Luis Rojas, ça a été difficile, Marc. On a vu des matchs des Mets, on a l'occasion. Il y a des décisions, disons-le, là, qui parfois nous laissaient très songeurs là, dans sa façon de gérer des matchs. Est-ce que c'était ses décisions à lui? Regarde, difficile à dire, mais toujours est-il que c'est arrivé à quelques occasions là, que donc on Mais, défie un peu la logique baseball, là. mais tu sais, Alain, ça ne veut pas dire que Roy, c'est pas un mauvais gars de baseball. Ça veut peut-être Ouais. dire, par contre, qu'il était peut-être Il est pas de dans la retour bonne déjà d'ailleurs, là. case. Mais immédiatement, mais comme quoi? Comme instructeur au troisième. Ouais, ouais, Il est pas comme gérant. Alors, peut-être que ouais, c'est peut-être le gars qui a réalisé, écoute, j'adore le baseball, je veux être impliqué, je veux prendre des décisions, mais il a peut-être réalisé que c'est peut-être pas sa place comme gérant. Tu sais, ouais, c'est un gars qui peut aider beaucoup parce que ouais, le fait qu'il a signé très tôt, après avoir été ouais. limogé par les Mets, très tôt, il a été mis sous contrat pour aller agir comme instructeur au troisième. Donc, c'est peut-être même pas laissé la chance d'avoir un autre poste de gérant. Et Mmh. c'est peut-être là que je me dis, tu réalises, OK, ta place est peut-être pas sur ce siège-là, ta place est ailleurs. Tu peux quand même aider une organisation, puis les Yankees ont sauté dessus. Ouais, effectivement. Donc il n'aura pas annulé son bail, ça c'est une bonne nouvelle pour Luis Rojas. Marc, c'est le dernier balado de l'année. On a tracé à un moment donné, bon, après la Série mondiale, un bilan de la saison à tête reposée. On va peut-être regarder les dernières tendances. Puis la question que je veux te poser, puis je veux, comme je te dis, à tête reposée, à peu près à moins de 2 mois après la Série mondiale, mais quand même plusieurs semaines. euh, je me rappelle, pendant la Série mondiale, on a retiré Ian Anderson qui lançait bien et Marc, tu as lancé la serviette. Tu dis, ça y est, les stats se sont emparés du processus décisionnel. Est-ce que c'est. Je me rappelle encore, j'étais à tes côtés, puis bon, est-ce que tu es encore là dans ton analyse de la saison? Et est-ce que, bon, la façon que ça s'est fait, c'était quand même assez spectaculaire, là. Est-ce que c'est un des faits saillants? Est-ce que, bon, sans dire que c'est ce que tu retiens principalement, mais est-ce que tu es encore là dans ton analyse? Ben, je suis encore là parce qu'on a vécu ensemble, Alain, cette transformation du Ben baseball-là, oui. et là, en tout cas, moi, ça m'a. J'avais toujours le petit soupçon de me dire, tu sais, on va laisser l'être humain faire ses Mhm. affaires, puis on va combiner ça, mais euh, je pense que j'ai mon petit drapeau blanc à côté, là. Je pense que le baseball est rendu là. Je suis pas sûr que c'est dans la bonne direction qu'on s'en va. Tu sais, tu l'as dit souvent toi-même, Alain, le baseball est très cyclique, hein. Il y a des cycles, il y a des Oui, façons oui. de faire. Là, on est dedans. On est vraiment, c'est la statistique. Il y a encore eu des embauches récemment. Je vois ça passer partout dans le baseball, des gens qui s'en vont du Ouais, côté analytique. C'est clair que c'est là qu'on s'en va. Enfin, on est déjà là, mais je ne pensais pas qu'on allait se rendre à ce niveau-là. mhm, mhm. Et ce que tu as mentionné, c'est qu'on est rendu là. Donc, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'impact que ça va avoir sur
éventuellement les salaires, parce qu'un lanceur partant, là, il y a 35 départs, mais qui ne franchira pas un certain nombre de manches parce que force est Ben d'admettre oui, qu'on ne lui laissera pas lancer un troisième tour au bâton. Quel sera l'impact des releveurs qu'on va leur demander, eux, plus de manches? Parce qu'inévitablement, il y ouais. a quelqu'un qui va falloir qu'il combine les manches que le partant ne sera pas en mesure de terminer. Donc, les rôles vont changer beaucoup. On va avoir des noms, des titres pour les releveurs de cinquième, sixième, septième. Tu sais, le baseball est en train de se transformer là-dessus. Je peux pas dire que je suis emballé de ça, mais moi, Ouais, j'ai jamais été un lanceur, Alain. Mais un bon vieux duel de lanceurs, là, puis là, on remonte à ouais, l'époque, mais lorsque Steve Carlton affrontait Steve Rogers, là, c'était ça, là. Tu sais, ou lorsque Pedro ouais. Martinez lançait, bon, euh, là, ben, je sais pas. Je sais pas. Il va y avoir encore le bon vieux vétéran, là, à qui on va peut-être laisser un petit peu de lousse. Mais le jeune lanceur qui arrive, là, on va bâtir les bras pour que les gars lancent une centaine de tirs. Il n'y aura plus de 125, 130, 140 lancés. Encore moins, évidemment, des saisons de 200, 250 manches. On n'en verra peut-être même plus. À moins qu'on raffine la technique des lanceurs, là, tu sais, j'ai commencé à lire un peu sur ces techniques-là, puis moi, je suis pas kinésiologiste, là, ou, bon, un spécialiste de la mécanique, là, et mais ce que je regarde surtout, c'est les tendances qu'on veut faire avec, bon, les mouvements et tout ça. Il y a un médecin qui me disait, moi, bon, la vélocité qu'on vient d'atteindre est à peu près à la limite et c'est pour ça que le corps est peut-être pas capable d'endurer autant de vélocité. Il y a 2 3 ans, j'avais mentionné, bon, le tir sur lequel on va peut-être mettre le plus d'accent, c'est un tir, bon, c'est la balle tombante qui est pas aussi exigeante que bon, que certains tirs comme bon, la balle fronte, par exemple, qui l'est beaucoup sur notre coude, ou encore, bon, la balle glissante, la balle courbe aussi. Bref, les balles à effet. Et que peut-être que si on raffine la technique éventuellement et que, bon, le répertoire change, peut-être qu'à ce moment-là, les lanceurs pourront aller un peu plus loin avec un répertoire peut-être qui va changer un peu. Bref, l'évolution, on ne la connaît pas, Marc. Avec notre meilleure volonté au monde, on sait que les athlètes vont être encore meilleurs, même si on disait ça il y a 30 ans, ça va être la même chose, ça va encore évoluer, mais dans quel sens? J'avoue, je ne le sais pas. Et moi, je ne mettrais pas je ne fermerais pas complètement le livre au fait que ça se peut qu'à un moment donné, eh ben, les partants reviennent à lancer un peu plus de manches, dépendant du conditionnement des athlètes à venir. Je ne demanderais pas mieux, en tout cas. Mais on est Oui, rendu quand même, Alain, on va arriver en 2022. La technologie est là, l'analyse oui, de l'action de bras, l'analyse de la pression qu'on met sur le coude, sur l'épaule, là, toutes les informations, en tout cas, sont pas mal là. Je suis un peu d'accord avec ton ami médecin qui dit, je pense qu'on a poussé à la limite ce que le corps peut donner là, mmh, comme vélocité. Euh, on a vu là, des 105 000 à l'heure, mais pas de façon régulière. Tu sais, là, on a vu qu'un grand nombre de joueurs maintenant, écoute, là, je ne connais pas le pourcentage exact, là, mais je peux te dire qu'à 30 ans, là, c'est peut-être 5 des lanceurs, sinon moins, qui lançaient 95 plus. Là, je suis pas mal sûr que le pourcentage est dans 55, 60, 65 des joueurs. Donc, tous les joueurs se sont améliorés, mais on a atteint une certaine limite. Mais ce que je souhaite, en fait, puis pour juste ouais, franchir ce que tu as dit, c'est qu'on en a vu des matchs lancés par, évidemment, des lanceurs pas nécessairement avec puissance, qui sont capables ouais, d'aller loin. Donc, comme frappeur, là, la vélocité est une chose. Et puis, on a vu que les frappeurs, au cours des années, se sont ajustés, là, parce que là, on envoie beaucoup de balles à 95 plus, donc on a beaucoup plus de facilité à s'élancer sur ces tirs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la balle à effet, tu as parlé de différentes balles à effet, le bon vieux changement de vitesse, la balle rapide tombante, ben, selon moi, c'est aussi efficace. C'est ouais. aussi efficace. Sinon plus, parce que tu économises des tirs, parce que le retrait sur des Mmh. prises avec ta balle rapide à 98, 99, elle est exigeante pour le corps. Mais si tu Mmh. prends les devants 0 et 1, puis tu lances la bonne petite balle rapide tombante, puis le gars fait un roulant à l'arrêt-court au deuxième but, tu as un retrait après 2 tirs, après 3 tirs, c'est pas mal plus efficace que si tu étais obligé d'avoir Ouais. un compte complet et de passer le gars dans la mitaine. Alors, c'est là que j'aimerais ça que le baseball se Mmh. raffine un petit peu plus.
On a semblé avoir atteint ça dans les années 90 avec les Maddox, Clavin et compagnie. Mais là, la puissance est venue tout bousculer. Est-ce que le juste retour des choses, éventuellement, en tout cas, moi, j'aimerais ça qu'il arrive. Tout va dépendre de ceux qui décident en haut combien de tours au bâton un lanceur va lancer. Oui. Est-ce qu'on a assisté à la fin de la balle papillon? Il y en a eu un seul cette année. C'est avec les Orioles de Baltimore. Il a lancé un match, Mickey Janis. Il y a, bon, Steven Wright qui aimerait revenir. Mais tu imagines, Marc, un lanceur de balle papillon qui lance 7 manches aux 4 jours. Il Il gagne pourrait combien, là? lancer. Oh, ben là. C'est Ouais. 280 manches quand tu fais le calcul sur 160 matchs, là, mais c'est pas taxant pour le bras. Euh, Moi, non plus. On ne sait pas dans quel sens ça va aller, mais un lanceur qui est capable d'emmagasiner des manches de cette façon-là, puis un lanceur de balle papillon, je m'excuse, mais tu vois une, deux, trois fois, la balle va continuer à danser là, sur le marbre. C'est juste que les dirigeants, dans le cas d'une balle papillon, bon, c'est spécial. Pour un instructeur des lanceurs, c'est à peu près d'aucune utilité, à moins que tu aies un Tim Wakefield. Et ce qu'on n'aime pas, surtout dans ceux qui étudient des chiffres, ce qu'on n'aime pas, c'est l'aspect imprévisible de ce qu'on étudie. Dans une balle papillon, je m'excuse, Marc, mais il n'y a rien à faire. Là. Non, puis je te dirais, Alain, qu'aussi, une des raisons aussi pour laquelle on n'en voit pas beaucoup, ou à peu près Oui, plus, les frappeurs aussi se sont, je dirais, adaptés éventuellement parce que, tu sais, on a parlé de la vidéo, en fait, la oui, technologie au niveau des bras des lanceurs, mais la technologie a énormément aidé les frappeurs oui, aussi à comprendre leur élan, à comprendre où est la stabilité dans tout ça. Donc, et les frappeurs, l'adaptation des frappeurs, elle est phénoménale. Et je pense qu'une balle papillon, dans le baseball d'aujourd'hui, les frappeurs s'adapteraient peut-être plus oui, facilement qu'à une certaine époque. Ça reste à voir, mais effectivement, c'est en voie de disparition totale. oui, oui. Ben, écoute, Marc, ce qu'on va souhaiter, bon, de passer de bonnes fêtes, première des choses, en santé, qu'on ait du bon divertissement à compter du mois d'avril. Ce qui se passe avant, regarde, on va attendre, là, mais ce qu'on se souhaite, là, c'est que finalement, ben, qu'on laisse de côté tout ça. Les gens ont besoin de divertissement encore en souhaitant que ça revienne à la normale le plus tôt possible. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter là, pour l'année qui vient. Ben, absolument, Alain. Santé, je pense que c'est ça qui est important. Puis, Oui, effectivement, que du côté baseball, là, on puisse se dire play ball au mois d'avril. oui, exactement. Ben, écoute, toi et ta famille, Marc, je souhaite une bonne période des fêtes, en santé, en prenant soin de chacun de nous. Quant à nous, mesdames, messieurs, c'est la dernière édition du Balado de 2021. On va se revoir au début de 2022 avec, on l'espère, de bonnes nouvelles. Toi me dis qu'il y a des bonnes chances que la saison commence à temps, mais d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. À la prochaine.